La première, podcast. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table. avec Sophie Moons. Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle heure gourmande et très bon début de vacances à tous. Une semaine de répit pour enfin, je l'espère, souffler un peu et prendre un petit peu de bon temps en cuisine. Du bonheur et de la cuisine, il en sera question ce matin. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Du pecorino. Ben oui. C'est buono. On va parler de bon fromage italien, mascarpone et pecorino avec notre fromager affineur, maître Julien Hazard. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, Julien. bonjour Carlo. Nous allons aussi partir à la rencontre d'une passionnariat de la cuisine, bonne, simple, généreuse, Luana Belmondo. Une jeune femme qui pratique au quotidien une cuisine familiale et terriblement réconfortante. Luana nous revient en librairie, mais recettes de bonne humeur. Elle est avec nous depuis Paris. Buongiorno Luana. Bonjour. Bienvenue en Belgique, on vous adore, on adore votre cuisine de la générosité. Le bonheur est en cuisine, vous allez nous le prouver jusque midi aujourd'hui. Vous allez aussi nous parler de ces grandes tablées familiales du clan Belmondo et de cette cuisine italienne, vos vraies racines, qui vous poursuit malgré tout, tous les jours dans cette cuisine du quotidien. Carlo, Oui Sophie. pas mal de réactions, évidemment, comme chaque semaine. Elles sont attendues via le site lapremière.be, via notre page Facebook Bientôt à table. Moi, je mange du pecorino. Ben oui, je sais, vous allez appétit, continuer hein. l'émission La bouche pleine. Vous Voilà. aurez pu me faire arriver un petit morceau. C'est vrai, ici, on quand aurait pu. même. Mais il fallait venir à Bruxelles aussi, Luana. Voilà les amis, que de la gourmandise jusqu'à midi. Bientôt à table sur la première. Bon, Carlo, le bonheur est en cuisine. Oui. Et ce matin, les amis mettaient les enfants dans les chambres, puisqu'on va parler d'orgasme. mais D'orgasme culinaire. Mais Sophie, ça va pas la tête. Mais ou quoi quoi Vous qui êtes toujours, Sophie, Julien est témoin. Luana, vous la connaissez pas encore, mais vous allez voir. Non, Vous mais qui êtes déjà, toujours- Je la comprends. Dans la retenue, Sophie, dans la retenue, dans l'élégance, dans une posture BCBG qui honore Oui. votre grande probité intellectuelle et votre vertu sans frontières. C'est ça, oui. Vous m'avez balancé un petit mail cette semaine en disant « Dis, c'est sympa ton truc sur l'orgasme culinaire que tu as mis sur Facebook, tu peux pas nous faire un papier ?» Pire que ça, vous m'avez envoyé une étude sur les femmes adultères qui aiment bien les amants qui font à bouffer. Dites Sophie, il y a un truc qui a changé dans votre vie ? Non, mais je vais peut-être y penser. Bon, déjà ce papier sur l'orgasme culinaire, on va tout de suite le rebaptiser. C'est pas l'orgasme culinaire, même si dans culinaire il y a inaire. On s'en fout de culinaire. Tu prends pas ton pied, enfin, si un peu, mais pas vraiment comme ça, quoi, quand tu cuisines. C'est pas à ce moment-là. Enfin, quoique, quand tu cuisines et que tu lèches tes doigts qui ont été dans la casserole de chocolat, Oh là ou pire, là. la casserole où il y avait la sauce Mornay que tu emploies pour faire les péché, fondus au ça. parmesan à 250 grammes de parmesan pour 50 grammes de lait, ou que tu voles une boulette de quelqu'un d'autre, ou enfin quand tu détaches un à un les copeaux d'un parmesan 36 mois. Non, l'orgasme c'est buccal d'abord et ça s'étend ensuite. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont essayé de prouver ça scientifiquement. Évidemment. Des gens de l'université du Connecticut, cités par Magali Crost Callisto dans le Huffington Post. Vous irez lire pour les détails. Bon, alors, apparemment, l'orgasme culinaire, buccal, tout ça, c'est un truc qui arriverait très... Vous écoutez Bientôt à table. Oui, cette madame Magali, là, elle dit que ça arriverait très rarement. Et en même temps, moi je vais vous dire, finalement c'est un peu comme pour 90% des filles et de tous les âges et des hommes passés 50 ans. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'orgasme à chaque fois que c'était pas bien quand même. Et cerise sur le gâteau, non seulement on peut atteindre, homme, femme, l'orgasme buccal, mais en plus, il apparaît... Culinaire, parce que s'il y a des auditeurs qui se branchent là, ils vont... Des auditeurs qui se branchent. Mais en plus, il apparaît dans un sondage de Victoria Milan. C'est quand même un site de rencontres adultères. C'est vous qui m'avez envoyé ça d'ailleurs. Que les femmes adultères préfèrent les mecs qui font à bouffer. Et je peux comprendre. Quand à la maison, t'as un Jules qui branle rien, qui ne sait que râler parce que c'est pas prêt et qui est incapable de faire mieux qu'une tartine au Philadelphia. Donc, tant qu'à faire que de t'offrir un peu d'évasion pour t'aérer l'esprit, autant t'aérer en même temps les papilles. Quelques chiffres extraits du sondage. Près de 85% des femmes disent trouver les hommes qui cuisinent incroyablement sexy. Ben oui. 60% des femmes confient que leur mari ne cuisine pas. Est-ce que je dois donner d'autres chiffres? Non, je crois que tout est dit. Donc, j'en profite, parce que je ne sais pas si j'aurai encore le micro tout à l'heure, pour passer une petite annonce à toutes les femmes mariées. Oh non, non, Carlo, non. Ou juste en couple, ne soyons pas sectaires, toutes les femmes mariées ou en couple qui nous écoutent.
Je fais très bien les pâtes à la tomate et le risotto au safran. Et pour en revenir à ce dont on causait il y a 5 minutes, à savoir l'orgasme culinaire ou buccal, appelez-le comme vous voulez, finalement, c'est bien s'il n'y en a pas qu'un. Donc, n'hésitez pas à amener vos copines. J'installerai des électrodes comme dans la série Masters of Sex que je vous recommande. Et on verra bien si on arrive à l'orgasme culinaire à plusieurs. Voilà, donc je vous rappelle les amis, C'était vous écoutez bien chronique. la première, la chaîne nationale belge, vous écoutez Bientôt à table. Oui, je ne sais pas. En tout cas, Carlo porte bien son prénom. Carlo. Écrivez-le en Grazie, italien. Luana. Notre invitée Luana Belmondo, évidemment je vais vous faire réagir sur cet orgasme culinaire, vous le disiez hors antenne, il existe bel et bien. Bien sûr, ouais. bien sûr qu'il existe. Il existe pour tout le monde. C'est-à-dire, quand on goûte quelque chose de tellement bon et fait... Pour moi, la cuisine, déjà, c'est de la passion. Ouais. Donc, déjà, c'est quelque chose de charnel, de passionnel. En tout cas, c'est ma cuisine à moi. Et quand je la fais, forcément, je n'ai pas un orgasme tout de suite. Mais je mets tellement de passion et j'espère, donc on reste sur un type d'orgasme, donc sur le plaisir, sur la sensualité, je pense, de la cuisine. J'espère de transmettre ça, en tout cas, à mes mémés qui sont là autour de moi. Voilà, moi j'aime bien le mot sensuel, la sensualité. Ouais. Il y a beaucoup de sensualité dans la cuisine. Mais je pense qu'on ne pourra jamais le démontrer, Ouais. mais je reste convaincu d'une chose, c'est que même quand vous cuisinez au quotidien pour juste comme ça, vous faites un petit truc en vitesse, si tout d'un coup vous avez l'impression que vous allez trop vite et que il faut s'arrêter et se dire, est-ce que je le fais vraiment pour que celui qui le mange va aimer ça, même si c'est juste des pâtes à l'huile d'olive. Hein. Et dès que vous y mettez cette intention-là, tout d'un coup les choses se transforment. Absolument, je suis devient tout à un fait geste d'accord d'amour. avec vous. Voilà. Ça devient un geste C'est- d'amour. Mais c'est que de la Et c'est- poésie cette émission ce matin. C'est l'effet Luana Et Belmondo. de la gourmandise. Ouais. Pour la Exactement. poésie, on va rester modeste. Luana, Hein. vous nous revenez en librairie avec cet ouvrage Mes recettes bonne humeur aux éditions du Cherche Midi. On en parle juste après Nina Simone, Feeling Good, une petite tranche de bonheur rien que pour vous les amis. Bientôt à table, des gourmands, des confidences. Notre invitée du jour depuis Paris, Luana Belmondo, qui nous revient en librairie avec ses recettes bonne humeur. Luana, on a ouvert cette émission et bien sûr sur l'amour de la cuisine, sur le plaisir qu'elle peut procurer à tout un chacun. Et vous, c'est au quotidien que vous pratiquez cet art. Et vous êtes d'origine italienne et on a l'impression que vous, c'est presque vital ce geste de la cuisine. Absolument, c'est quotidien. Je me réveille le matin en me demandant qu'est-ce que je vais bien mijoter. Même si j'ai des rendez-vous, je me dis qu'est-ce que je vais bien préparer cet après-midi, car ce soir, je ne suis pas là pour mes enfants qui sont grands, bien sûr. Ça fait partie de moi. Je ne peux pas passer une seule journée sans cuisiner, sans faire quelque chose. Et si cela arrive, ça me manque énormément. Alors, dans la fratrie, il y a quand même Alessandro, votre Ouais. ado, il se lance dans la cuisine, lui, dans une carrière de Absolument. cuisinier. C'est formidable, ça. Les jeunes se sont baladés et j'ai l'impression de me voir quelque part parce que moi, j'ai suivi ma maman en cuisine. C'est une femme qui, encore aujourd'hui, a toujours cuisiné je dis toujours, moi, quand quelqu'un s'est réveillé le matin avec l'odeur du café, moi, je me réveillais à 7 heures avec l'odeur de la sauce tomate. Donc, j'ai toujours vu ma grand-mère, ma mère, les tantes cuisiner dans la cuisine familiale toute la journée, sans cesse. Et je pense, je ne fais pas ça dès 7 heures du matin, mais mon fils, il a été toujours en cuisine, il m'a toujours vu cuisiner. Bon, à la base, il y avait quelque chose, comme j'ai dit, quelques jeunes qui s'étaient baladés. Aujourd'hui, c'est un jeune homme de 25 ans qui entame sa carrière. Lui, c'est plutôt chef, il n'est pas à cuisiner au quotidien comme moi. Et voilà, et d'ailleurs dans le livre, il y a un chapitre où on partage un peu les deux cuisines, les deux générations. Les deux influences aussi, puisqu'aujourd'hui il est en stage, si je ne m'abuse, chez Hélène Darroze à Londres, c'est ça ? Oui, Voilà. en fait, il a terminé son stage à Londres au Connaught chez Hélène Darroze, où il a énormément appris. Et là, il va partir, il revient d'Australie, il voyage, il va partir dans les Caraïbes
faire une autre un futur cuisine. grand cuisinier, nous l'espérons. Alors effectivement, le clan Belmondo, c'est aussi, et ça on ne le sait pas toujours, c'est évidemment le cinéma, mais c'est aussi l'amour de la cuisine. Vous parlez dans cet ouvrage de Madeleine Belmondo, épouse de Paul, mère de Jean-Paul, qui, elle, a carrément instauré ce rituel du repas familial du dimanche. Ça, c'est vraiment ancré dans cette culture familiale. Hein. Oui, absolument. Et pour moi, ça a été formidable venant d'une famille italienne de Rome, assez ancrée, où les repas sont importants, surtout ceux du dimanche. Tous les débats, les bons et les moins bons, se sont toujours pris dans ma famille autour d'une table. Quand je suis arrivée chez la famille Belmondo, j'ai retrouvé ce rituel du dimanche où Madeleine réunissait toute la famille. Et d'ailleurs, on s'entendait très très bien. C'était une femme avec un très fort caractère, qui n'aimait pas tout le monde, qui n'acceptait pas tout le monde à sa table. Moi, je suis un peu plus souple, c'est-à-dire, moi, j'aime bien partager avec tout le monde. Elle, il fallait vraiment... Il y avait un examen d'entrée. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, et moi, je l'avais passé. En tant qu'amoureuse de la cuisine, vous aviez déjà gagné quelques points. Alors, vous évoquez ces plats familiaux de l'époque, c'est les rires et moulades, steak haché, frites, melon, jambon et sucre. Elle rajoutait du sucre, mamie Madeleine. Du Porto, du sucre. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, par exemple, un repas dans la tribu Belmondo, ça se passe comment ? Ce sont des grandes tablées, ce sont des grands échanges. Ce sont des discussions à tout va. C'est quoi ? Parce que c'est ça aussi la cuisine. C'est pas que manger, c'est le moment de rencontre et de partage, évidemment. Moi, je dis toujours que la cuisine, elle a quelque chose aussi pas que sensuel, mais aussi de la thérapie. C'est-à-dire en cuisine, quand on mange, on se délivre plus facilement. Autour d'un plat, on parle, on échange. Quelque part, on est moins attentif à soi-même et on se laisse un peu découvrir par les autres. Et donc, non, mais on tablait chez nous, déjà, on est nombreux parce que il y a la famille Belmondo, il y a les tantes, l'oncle, le cousin, les sœurs, la petite sœur, donc oui, on est nombreux. C'est le clan, quoi. Tous les chiens, parce qu'on a tous des animaux, donc tous les chiens. Et ça parle de tout, des problèmes, mais c'est surtout quelque chose de très soudé. C'est une famille très soudée, dans le bonheur et dans le malheur, tout le monde est toujours là. Et effectivement, quand on dit le clan Belmondo, ce mot clan, au début, quand je suis arrivée, ça me sonnait un peu parce qu'en Italie, clan, c'est pas toujours très bon comme mot. En fait, effectivement, c'est le clan Belmondo. Le clan qui aime manger, mais c'est une cuisine aussi sans chichi. C'est une cuisine brute, simple d'approche finalement, qui vous ressemble assez bien. Je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que chez vous, on chipote pas avec des petits pointillés. C'est de la bonne cuisine, c'est le marché du matin et on met tout ça à table. Et ça, Carlo, on se retrouve un petit peu dans cette cuisine, dans cette optique. C'est sûr qu'on se retrouve tous là-dedans. Et puis de toute façon, quand on cuisine à la maison, même les grands chefs, quand ils cuisinent à la maison, ils font pas des pointillés dans l'assiette. Il y en a. Oui, vous fréquentez peut-être les grands chefs dans leur intimité, je ne sais pas, ça va nous ramener à l'orgasme de tout à l'heure, mais voilà, je pense que... Non, et de toute façon, la cuisine italienne, la cuisine familiale italienne, qui peut parfois être hyper simple, comme parfois elle prend des heures, si on se lance à faire des... on a des souvenirs en commun, Luana, parce que dans l'appartement de ma grand-mère, ça sentait la sauce tomate toute l'année, donc c'est vraiment, quand vous avez dit se réveiller dans la sauce tomate, ça m'a évoqué plein de choses très romaines, et donc, alors la sauce tomate, ça prend du temps, mais ça se fait tout seul, mais par contre, quand le jour on décide de faire des tortellini dans les régions où on en fait, ça prend un temps fou. Donc ça peut être à la fois ultra simple dans sa présentation, mais sophistiqué dans le temps et dans l'intention que ça a pris. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, oui. Que ce soit des tortellini au bouillon, des pâtes au cacio e pepe que vous allez faire, Sophie, ce soir, avec le pecorino qui est à côté, ou que ce soit quelque chose qui a mijoté pendant un ragoût napolitain qui a mijoté très longtemps. Cette simplicité, c'est la meilleure des choses pour être bien tous ensemble à manger ensemble. Alors dans cet ouvrage, Mes recettes de bonne humeur, Luana Belmondo, vous nous donnez une foule de petites recettes du soir, réconfort, qui font du bien au moral. Là, le froid est retombé là sur nos contrées. En cette période de l'année, qu'est-ce que vous aimez cuisiner ? Donc c'est toujours des produits de saison. Vous allez au marché en général le matin. Vous postez d'ailleurs toujours vos photos sur les réseaux sociaux. Ça donne déjà une furieuse envie de dévorer tout ça. Quels sont les produits que vous aimez mettre en évidence en ce mois de fin octobre, début novembre ? C'est une cuisine qui se décline comment chez Luana Belmondo ? Donc là,
je m'amuse avec les haricots, les borlotti, les haricots blancs frais. Je m'amuse il y a des super haricots verts aussi. Ça commence tout ce qui est chou. Par exemple, moi, je mange pas des choux en été. Le chou de lui-même, il naît quand il commence à faire un peu frais. Et le chou sert à réchauffer à la base. C'est un aliment qui sert à réchauffer le corps. Donc à ce moment, je commence à avoir des beaux brocolis. Je fais plein de choses. Je n'ai jamais planifié mon menu. Mon menu, il vient au moment que je regarde le produit et là, quelque chose va naître. Mais là, pour le coup, le chou, c'est vrai que c'est vraiment le légume des personnes périodes froides, etc. Non, mais c'est vrai. Et justement, c'est vrai, on a un petit peu, on a toujours une hésitation de dire est-ce qu'on va l'acheter. Comment est-ce que vous pourriez le décliner, ce fameux chou? Donc, on est sur le chou vert. Hein. Chou vert, par exemple. Prenons un beau chou vert. Un beau chou vert. Ouais, comment vous pouvez Mais je fais des involtini. Les involtini, c'est des roulades. Des roulades où je vais les farcir avec une farce que je fais moi-même. Ça peut être soit une farce au poisson avec, par exemple, du thon pour qui ne mange pas de viande. Je vais rajouter des petits champignons. On va rajouter plein d'herbes. J'ajoute beaucoup d'herbes et beaucoup de couleurs à mes plats. Parce que je dis toujours qu'on mange d'abord avec les yeux et puis avec le ventre. Donc pour moi, c'est important tout ce qui est couleur dans des assiettes. Et d'ailleurs, je sais que vous regardez justement mes photos. Si vous regardez bien, il y a souvent de la couleur. Mais donc, par exemple, pour cette petite préparation d'involtini, vous allez par exemple donc détacher les feuilles du chou. Vous les blanchissez tout simplement. Vous les laissez éponger sur un torchon. Puis vous mettez une farce. Ça peut être aussi, vous n'avez pas le temps, je peux le comprendre. Vous pouvez, chez votre boucher que vous connaissez bien, acheter une farce déjà prête. Vous rajoutez quand même un petit peu de pecorino. Vu qu'on l'a sous la main, on va le mettre, des parmesans pour raviver le goût. Et puis, vous allez les farcir. Vous allez les faire fermer soit avec de la ficelle de cuisine, soit avec un cure-dent, et puis vous les faites revenir dans des petits oignons, avec un peu d'huile d'olive, du vin blanc. Qui veut peut mettre aussi de la sauce tomate. Et on accompagne ça avec des pommes de terre, une salade, du riz. Wow, magnifique. Et alors, je ne sais pas, Louane, si vous enlevez un morceau de la côte, parce que moi j'adore. Moi j'enlève. Moi j'enlève un petit morceau. Alors du coup, je la roule plus facilement. Il faut l'enlever. La baleine du soutien-gorge là, qui est trop dure. Absolument. Déjà, elle est un peu dure à mâcher. Sinon, et alors du coup, c'est plus facile. Je trouve c'est plus facile à rouler et aussi à mâcher. Ouais. Alors, vous parliez il y a un instant des petits haricots que vous aimez cuisiner en cette saison. Alors, il y a vraiment un incontournable, et on en parle souvent dans cette émission, Carlo. Pasta e fagioli. Ah bah oui, mais là on laisse parler Louana parce que autant de cuisiniers et de cuisinières et autant de recettes de pasta e fagioli. Alors racontez-nous, quel type de haricots vous aimez cuisiner et comment ça se prépare? Moi je prends les haricots blancs. Cannellini écossais, en ce moment on les trouve sur les étalages. Donc, il faut les écosser. Déjà, ça, c'est sympa. Les lingots. En français, les petits lingots. En français, c'est lingots. Oui, c'est lingots. Et donc, vous les faites revenir dans très peu d'eau, sans sel, sans rien, avec une carotte, une branche de céleri et une feuille de laurier. Moi, je les fais juste revenir comme ça. Il faut qu'ils soient al dente. Je les enlève et puis je vais commencer à préparer ce qui est la pasta e fagioli. Pour la pasta e fagioli, pour moi, un ingrédient, en tout cas pour moi, après c'est une recette familiale, qui doit être là, c'est la couenne du jambon. Ah, évidemment. Vous savez, quand vous allez acheter, je ne sais pas, du Parme, souvent on nettoie le jambon. Et on jette. Et le charcutier le jette. Donc vous lui demandez. Et ça, vous allez le faire revenir avec des oignons, un petit peu d'ail, avec le laurier, avec, si vous voulez, du thym, en fait, des herbes secs, pas fraîches. Et après, vous mettez vos haricots. À côté, vous aurez fait un bouillon que vous rajoutez tout doucement. C'est-à-dire, moi, je les cuis doucement. Je veux que l'haricot garde sa fermeté parce que très vite, il peut devenir un purée. Donc, il faut vraiment... Et à la fin, je remets des pâtes. Pareil, à la fin, je rajoute la croûte, c'est-à-dire le morceau du parmesan, donc la croûte d'un parmesan, et je la mets dedans. Effectivement, on ça peut toujours garder. C'est l'astuce de ma mère qui a toujours mis et ça donne une texture très crémeuse, mais donc effectivement, Carlo, le truc, et un petit peu de concentré de tomate. Parce que...
Mais elle n'est pas obligatoire. La tomate, on peut s'en passer. Moi, j'aime bien ça. Oui. Mais c'est vrai, Carlo, ce qu'on peut dire, c'est que pour cette recette, l'important, c'est la cuisson. C'est pas des pâtes aux haricots, c'est des pâtes et des haricots. Exactement. Voilà. Exactement. Pasta et fagioli. Un grand classique aussi, vous vous souvenez qu'on a eu cette aventure, ce Carbonara Gate, il y a quelques mois de cela. Terrible. Votre recette. Le one pot carbonara. Oui, c'est ça. Mais les gens brûlent en enfer. Hein. Ça va, la fille qui a vendu ça, elle brûle en enfer. Pourquoi elle a mis de la crème? Non, c'est même pas ça. Elle a fait du one pot pasta. Elle a tout mis ensemble. C'est cette mode qui est venue des États-Unis que même Marabout a repris. Non, mais même en grande pub italienne, j'en ai honte. Oui, nous aussi. Nous aussi, on a eu honte. Je n'achète plus cette marque de pâtes depuis. C'est pas possible. On ne cuit pas les pâtes comme ça. Non, ça se respecte évidemment. Mais alors justement, la carbonara façon Luana Belmondo, c'est quoi la recette, la vraie, l'unique, la seule d'ailleurs? La seule, je suis des Roms, donc on met pas de crème, ça c'est sûr. On bat bien nos œufs. Moi, j'en mets un par personne plus un jaune. Ouais. Et à la fin, voilà ce que j'ai fait. Quand je les bats, j'ai mis parmesan et pecorino. Je mélange les deux. Mélange. Ouais. Énormément de bons poivres, ça c'est hyper poivre important. Noir, et puis guanciale. Et le guanciale et pas la pancetta. Voilà. Ouais. Alors, parce la guanciale, c'est la joue, c'est ça? C'est la joue du cochon. Ouais. C'est la joue du cochon et la pancetta, en fait, ça sert plutôt à faire encore un plat italien que c'est la... Vous vouliez dire la matriciana? La matriciana. Oui, qu'on peut faire avec le guanciale aussi. Hein. Ouais. Qu'on peut faire Moi, avec je préfère avec la pancetta. Ok. Non, mais après, même les recettes les plus dogmatiques, Luana, vous serez d'accord, c'est que même les recettes qui sont les plus où on va se battre à table entre Italiens pour dire quel est le meilleur ingrédient. Bien et on sera jamais tous tout à fait d'accord. On ne serait pas italien. Voilà. Sauf que sur la carbonara, la crème, c'est même pas la peine d'en discuter. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Et un incontournable aussi de votre cuisine du bonheur, Luana, ce sont les risottis. De toutes les manières, vous les déclinez au fil des saisons, avec les légumes et le petit marché du jour. La base est ultra simple à nouveau et très économique, parce que c'est ça aussi ce qui fait le charme de votre cuisine, c'est qu'on ne se débrouille pas, quoi. On s'en sort avec des produits à petit prix, tout simplement. Oui, bien sûr. Comme je dis toujours, je fais une cuisine quotidienne, familiale, décontratée, qui doit être absolument accessible à tout le monde. Et parfois aussi, je me dis toujours qu'il faut aller parfois un peu vite, parce que tu arrives le soir, mais ça ne veut pas dire moins bien manger ou manger mal. Faire 2 œufs au plat, bien fait, c'est délicieux. Exactement. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit non, moi je sais pas cuisiner, je dis ça n'existe pas, tout le monde sait cuisiner. Parce que tout le monde n'a pas un prof comme vous, hein. Non, mais vous savez, cuisiner, c'est juste prendre. Moi, si je suis seule à la maison, je me fais à manger. C'est-à-dire, vous ne me verrez jamais aller prendre juste un morceau de fromage ou de la charcuterie, un bout de pain pour combler mon repas. Je vais me faire quelque chose. Comme je vous disais, ça peut être des œufs au plat, ça peut être des spaghetti aglio olio e peperoncino. Oh là là. Pour moi, c'est important, ce geste-là. Je me fais du bien. Voilà, je m'occupe de moi à travers la cuisine. On va s'offrir une petite pause là parce que là je n'en peux plus, Carlo. C'est pas ça. C'est depuis le début de l'émission. Oui, on avait dit c'est l'émission du bonheur aujourd'hui. Voilà. Alors un petit peu de pub, ça c'est moins du bonheur peut-être pour certains. Et on se retrouvera juste après. Nous parlerons de 2 fromages emblématiques de la culture transalpine, le mascarpone et le pecorino avec Maître Julien Hazard. Dégustation s'il vous plaît, Carlo. Allez hop. Oui. Voilà, c'est à vous. Retrouvez toutes les informations, adresses et recettes sur notre page Facebook Bientôt à table. Un mois, un fromage avec Julien Hazard, notre fromager affineur. Aujourd'hui, Julien, je vous ai demandé de plancher sur 2 fromages, omniprésents dans la cuisine d'ailleurs de Luana Belmondo. Vous m'arrêtez si je me trompe, Luana, c'est le mascarpone et le pecorino. Vous les utilisez beaucoup, ces 2 fromages, hein? Oui, sont toujours. Il y a toujours en base dans mon frigo pecorino, parmigiano et mascarpone. Évidemment, sont toujours là. Un fameux trio incontournable. Alors, je vous ai demandé d'abord, Julien Hazard, de nous parler du mascarpone, bien connu dans la préparation du tiramisu. Et finalement, on n'en sait pas grand-chose. Et puis, il y a surtout ces produits industriels qui, franchement, objectivement parlant, c'est pas top quand même. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors moi, je voudrais qu'on parle du vrai bon mascarpone. C'est quoi?
Oui, mais il faut savoir que le mascarpone est un fromage qui a quand même une histoire. Les premières traces, on les retrouve au XVIe siècle. Et on en produisait surtout au nord de l'Italie, Lombardie, Émilie-Romagne. On disait même que c'était le mets préféré de Napoléon. Ouais, exact. Et le nom viendrait de l'espagnol, mas que bueno, du temps où les Espagnols étaient en Italie. Mas que bueno, mascarpone. Ah oui. Bon, Voilà. ok, On peut l'accepter. L'histoire est jolie. L'histoire est jolie en tout cas. Mais en fait, on ne peut pas vraiment appeler cela un fromage. Non. C'est une préparation fromagère. Je veux dire, on part déjà d'une base différente que le lait. On part de la crème. Oui. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est de la crème qui n'est pas très riche, de la crème légère, 25% de matière grasse. Avant de commencer. Et donc, en fait, la technique est assez facile. C'est en fait de la crème légère qu'on va chauffer à 85 degrés et puis on va ajouter un acide. Jus de citron, ouais. mais le plus souvent, c'est de l'acide tartrique qui va faire cailler la crème. On remue pendant 5 minutes à ébullition, 85-90 degrés. Eh bien, on va tout de suite obtenir une pâte épaisse qui est en fait déjà le mascarpone. D'accord. La seule chose qu'il faut faire après, c'est simplement égoutter la pâte, le mascarpone, dans une mousseline, dans le réfrigérateur pour 36 heures. Et on a un produit qui est le mascarpone. Un peu comme la cervelle de canute des Lyonnais, c'est un peu le à même peu procédé. près, c'est le même procédé. Mais au final, il y a combien de pourcentage de gras que On ne le dit pas. Mais non, C'est comme le brillat savarin. On est à quoi? non, le gras est aussi, on est environ à 35. Pas plus. Non, pas c'est plus. marrant. Ah oui. J'aurais dit plus, moi. Ah, mais Non, ça non, va non, alors. quand on parle Non, d'un... mais vas-y. en même temps, Oui. c'est la Luana quantité Belmondo. qui compte. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas plus qu'un gros morceau de beurre, non? Non, c'est moins. C'est moins. Voilà, c'est merci. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais dites-moi, Julien Hazard, quelles sont les différences entre un mascarpone artisanal et ces fameux mascarpones industriels qu'on trouve aujourd'hui en grande distribution? Et franchement, quand vous les goûtez à la petite cuillère, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Après, ça devient bon parce que mélangé avec de l'œuf, du sucre, Ouais, etc. franchement, avec le sucre, ça Oui, va. non, mais c'est ça. Mais la base est Je pas. trouve ça est moins pas pire que la transformée. mozza industrielle, moi. Oui, Oui. oui. Quelle est la différence? C'est le produit de base. Ouais, Est-ce qu'on le va lait. utiliser une crème légère qui va être de bonne qualité, qui va être peut-être au lait cru? Est-ce Ah ouais. qu'on va utiliser des crèmes qui sont complètement stérilisées? C'est ça, Mais c'est ça la vous, base. en tant que fromager, Julien, vous avez accès à un mascarpone artisanal? Non. Ah, voilà. Ah ben c'est ça le enfin. problème. Bah oui, C'est ça vraiment le problème. très difficile. C'est Pourquoi? très Parce difficile. que comme c'est un procédé de fabrication qui est très simple et Tu le manges à facile Milan. à industrialiser, eh bien, les entreprises et les industriels ont fait C'est fou, en ça. masse. Et Ouais. donc, les petits producteurs n'arrivent plus à se placer et à se positionner sur Moi, un marché. j'en de ai mangé mascarpone. qu'en Lombardie, du vrai. Et vous, Luana, le mascarpone artisanal, vous en avez déjà goûté? J'imagine que oui. Moi, je n'ai goûté, mais je consomme ici. Je vous avoue que je Oui. consomme Les grandes marques, Il effectivement. faut dire Ouais. qu'il y a presque une entreprise qui a repris Eh oui. tout le marché. C'est Je un vais pas la véritable nommer, monopole. La mais seule. c'est Eh oui, la c'est seule. ça. Mais franchement, honnêtement, la même entreprise, quand elle fait de la mozza de lait de vache, c'est du plastique. Quand c'est du mascarpone, Ouais. je trouve que pour faire un dessert ou pour faire même une sauce ou travailler avec un truc très riche, genre une lasagne où tu as décidé de mettre du mascarpone, je trouve que... Ouais, alors, tu as ce goût de Ah, lait vous mettez du pasteurisé. mascarpone dans la lasagne, vous? Bah, non, Ah, oui. pas dans la lasagne. Non, mais dans la... Imaginons, sauce. je viens de l'imaginer. Hein. Ah, Mais d'accord. imaginons une lasagne au cèpe, on pourrait imaginer Ah oui, une pourquoi crème pas. au mascarpone, mais pas dans la lasagne bolognaise. Va des rétro satanas, que de la béchamel, du parmesan et du ragoût. Voilà. Mais donc voilà, je trouve que c'est un produit acceptable. Et loin de moi de faire l'apologie. non, bah, on parle Mais vrai, c'est on normal, en même temps, la mozzarella, En on plastique, essaie c'est de pas pas bon. la déformer. Non, Oui. mais puis on la déforme pas, on a envie de la manger telle qu'elle. Ouais. Oui. Moi, en bonne mozzarella, je ne mets ni de sel, ni d'huile d'olive, rien du tout. Je mange ma mozzarella telle qu'elle est. Évidemment. Et À la limite, je peux mettre à côté un peu de basilic et de tomates. Le mascarpone, il s'est prêt à être Transformé. consommé, Ouais. Transformé. transformé pour préparer un plat, un dessert ou quoi que ce soit. Donc, ça s'explique, je pense, dans ça. Et vous l'utilisez comment, par exemple, le mascarpone et Luana Belmondo? Moi, salé au sucré, Ouais. sans aucun problème. Je fais des pâtes, des penne avec du mascarpone. S'il me reste au fond du frigo des autres fromages Voilà. un peu plus... Un petit mélange, ouais. Oui, qui peuvent être du chèvre, qui peut être du bleu. Je vais les faire Oh. fondre dans le mascarpone. Je fais revenir aussi
un peu de poireaux et puis des penne avec, des grandes feuilles de basilic sans les hacher et c'est délicieux. Oh là là, magnifique. Ça, c'est de la cuisine du bonheur. C'est onctueux et c'est très bon. Alors, on pourrait par exemple y rajouter un petit peu de pecorino. Le pecorino, aussi un fromage emblématique, Julien Hazard. On en connaît, oui, parce qu'on devrait dire les pecorino. Il y en a au moins 200. Moi, j'en connais quoi, le toscan, le romano. Il y en a même un en Sicile. Mais pecorino, ça veut dire quoi? C'est lié. Donc, ça réfère, en fait, le terme réfère à l'animal avec lequel il est produit. C'est brebis, pecora. Pecora. Excuse-moi pour le... Oui, l'accent tonique sur la première. Oui. Attention, moi, j'ai pas osé, vous voyez. Non, mais on est amis. On peut tout. Voilà, et donc ce sont aussi des fromages qui sont en production différente. Donc, ce sont ou bien des fromages à pâte pressée cuite ou des fromages à pâte pressée non cuite, déjà. On en trouve au lait cru, on en trouve au lait pasteurisé. On en produit dans toute l'Italie. Dans toutes les régions italiennes, on produit du fromage de brebis. Il y a plus de 40 variétés reconnues. Il y en a encore beaucoup plus, mais des variétés reconnues, presque 40. Alors déjà, pour les AOP ou les DOP en Italie, il y en a déjà 8, ce qui est quand même assez extraordinaire. Les plus connus, comme tu disais, Sophie, c'est le pecorino toscano, le romano et le sardo. Voilà. Mais ils ont des typicités différentes, des durées d'affinage différentes. Et c'est ça qui est encore un peu plus bizarre, c'est que chaque fromage a aussi des affinages différents. Donc dans chaque DOP, on trouve aussi des affinages différents. D'accord. C'est aussi compliqué que le jambon Bellota. Et puis la bête, ce qu'elle mange dans la région où elle est. Et puis il y a aussi des variétés, des trucs invraisemblables comme le pecorino di Fossa, le pecorino di Grotta, tous des trucs, Fossa, ça veut de folie. dire qu'il est mis en terre pendant combien? Il a affiné des semaines dans la terre. Ça peut être jusqu'à 18 mois, il y en a certains donc, qui sont... Mais donc, bon, on aura compris une quarantaine de types de pecorino partout en Italie, donc je pensais que c'était plus lié à la région... Non, parce que ça, c'est encore un peu plus spécifique, c'est que, par exemple, le pecorino toscano, en AOP, il n'est pas produit uniquement en Toscane. On peut le produire dans le Lazio et on peut le produire aussi en Ombrie. Et le pecorino romano, ça va encore plus loin, on en produit dans le Lazio et en Sardaigne. Oui, mais dites donc, ça devient compliqué votre histoire. Elle n'est pas d'accord, Loana. Non. Vous découvrez ça, Pardon, l'étonnement, non. Dans le sens, je ne savais pas que le pecorino romano, on pouvait le produire en Sardaigne. La DOP est autorisée. Les autres régions se touchent, l'Ombrie, la Toscane, le Lazio, ils se touchent. Donc, effectivement, on peut le comprendre, mais la Sardaigne... Mais en fait, l'histoire officielle, c'est que la DOP a été autorisée, donc l'AOP a été autorisée pour le pecorino romano fabriqué en Sardaigne, parce que apparemment, depuis des centaines d'années, les Romains faisaient fabriquer leur pecorino à la manière, donc au goût romano, qui est quand même très différent du goût sarde, à façon en Sardaigne, parce qu'ils n'avaient pas assez de lait et assez de brebis. Donc c'est une tradition très très ancrée qui a été confortée par la DOP. Et c'est vrai que, Julien, le goût du pecorino romano et d'un pecorino sarde affiné de la même manière, c'est juste tout à fait autre chose. Non, mais absolument. Mais ça, c'est du fait de la fabrication. Il faut savoir que le pecorino romano, pour le produire, il faut de la présure d'agneau, ce qui n'est pas souvent utilisé. Souvent, c'est la présure de veau. Et pour justement le pecorino romano, on utilise cette présure d'agneau plus la scotta innesto, qui est en fait une bactérie lactique qu'on réutilise de chaque production. Du jour précédent, voilà, et on rajoute ça chaque fois à la production. Et donc ces deux éléments du scotta innesto et de la présure d'agneau donnent ce goût qui est vraiment typique. Mais donc le pecorino romano, si je vous suis bien, est peut-être le plus typé, le plus corsé, non? Non, même pas. Le fiore sardo est plus corsé encore. En fait, ce qu'il y a, c'est que le fromage pecorino romano va avoir peut-être celui qui a le plus le goût de lait de brebis, qui a ce côté un peu âpre, légèrement qu'on goûte ici. Mais oui, parce que vous nous faites des goûts. Mais surtout, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que le pecorino romano, d'habitude, c'est un fromage à râper. C'est quoi goûter le romano? Voilà, Sophie. Normalement, c'est un fromage à râper. Mais là, ce que Julien nous a amené, c'est une version non affinée du pecorino romano que je découvre en même temps que vous, Sophie. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas reconnu à l'aveugle, je me suis trompé, je l'ai mis en Sardaigne. Oui, parce qu'en fait, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas le côté... il n'est pas granuleux. Il n'est pas granuleux parce qu'il est moins affiné. Voilà. Et donc celui-là, vous ne pourrez pas l'employer pour la carbonara, mais par contre, à déguster comme ça, c'est juste mortel. Et moi, souvent, je le mets à un apéro.
Ouais. Ah, évidemment. Le pecorino. Et alors, Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a moins besoin, après un bon dîner, de manger du fromage, non? Donc, un apéritif, je mets toujours un bon pecorino romano et du parmesan avec. Et j'ai trouvé c'est très bon avec des fruits secs et un apéro, c'est très bien. Des petites noix, des petites noisettes, effectivement. Par contre, si on veut le côté plus granuleux, moi j'aime bien, par exemple, pour le cacio e pepe, j'aime bien ce côté. Oui. Donc on est sur quoi, un romano alors? Un romano affiné. Affiné. Voilà. C'est Donc celui ça, qu'on c'est trouvera le important. plus souvent. Oui, absolument. Mais il faut D'accord. savoir que, comme je disais, il y a plusieurs affinages différents. Puis D'accord. en plus, les termes utilisés ne sont pas les mêmes. Donc ça induit en erreur. Il y en a qui utilisent maturo, il y en a qui utilisent D'accord. stagionato. Ouais. Ouais. Par exemple, pour les fromages jaunes, il y en a qui appellent ça formaggio di tavola, il y en a qui appellent ça du fresco. Primo sale. Et voilà, vrai c'est très, très Mamma mia. difficile. Et puis on a le pecorino au poivre, ça c'est bon. Ça, c'est sicilien. ça. Oui. Ça, Tout à c'est fait. C'est sicilien. Très, très délicieux, ça. Alors, et Oh là Julien, là. est-ce que vous avez dans votre boutique du fiore sardo, c'est-à-dire c'est le pecorino? Bien devant le micro, Carlo. Ah oui, c'est vrai, je débute. Ce pecorino sarde, très très affiné et légèrement fumé. Non, ça, Alors, j'en ai pas. Celui-là, dans le temps, il y avait des versions. Je connais connais, pas. hein, mais Maintenant, je il n'y n'ai en a pas. plus. Donc, c'est vraiment quand vous coupez la forme en deux. Vous croyez que c'est du savon de Marseille, mais en fait, c'est du pecorino. Et donc, il est très, très piquant, légèrement fumé. Mais si vous vous prenez les gnocchetti sardes, les malorés douces, avec une sauce tomate légèrement piquante, et vous pulvérisez après ce fromage fumé dessus. Mais taisez-vous, Mais- taisez-vous. On est tous en train de baver. Ouais, mais je ça, m'en vais, en fait. Moi, hein, je je trouve m'en que vais, moi. c'est une des meilleures pâtes à la tomate que j'ai jamais Oh mangées. là là. J'ai appris ça grâce à un ami sarde à Bruxelles, il se donc, reconnaîtra. ce qu'on aura compris, c'est que moi, parfois, il m'arrive d'acheter en supermarché mon pecorino et je le trouve un petit peu huileux. J'arrive pas à trouver cette texture granuleuse. Donc là, c'est vraiment un problème d'affinage. C'est ça, si j'ai bien compris. Julien. Non, Pas que ça, tout mais- à fait, parce qu'en Ah. fait, ce qu'il y a, c'est que le lait de brebis Ouais. est le lait le plus riche de tous les animaux et donc D'accord. contient le plus de gras. Et Ah. à l'affinage, qu'est-ce qui se passe quand il devient très vieux? Eh bien, cette graisse va souvent se relâcher. Et c'est pour ça que dans les très vieux fromages de brebis, on a ce côté huileux. De un. D'accord. De deux, il y a beaucoup de pecorino qui sont frottés à l'huile d'olive pour que la Des croûte, fois qu'il en manque. des fois qu'il en manque. Et donc, ça donne encore plus ce goût et cette texture huileuse aussi. Donc, bon, je découvre un univers que je ne soupçonnais Mais- pas. Et Quand vous allez, on a déjà reçu Faye Lotero Alors- de l'agritourisme Lavacchio dans cette en émission. Toscane, Et juste au-dessus de Florence. juste au-dessus de Florence, à Pontassieve, et je lui dois d'avoir découvert une petite fenêtre sur le monde des pecorino vrai. toscans, à savoir que ces pecorino toscans, comme disait très bien Julien, il y a plein d'affinages différents, ce sont des formes un peu plus petites, mais vous avez vraiment des infinités de goûts, et quand vous avez l'occasion de goûter aussi le pecorino juste fait, donc c'est comme Ouais. une mozzarella de pecorino, parce que tellement c'est frais, le primo sale, et ça aussi c'est Oh c'est là absolument, là, absolument incroyable. Donc c'est un magnifique. monde infini, on pourrait y passer Oui. une thèse de doctorat. En Toscane, par Sur le exemple, pecorino. il y a une DOP encore en Toscane Ouais. qui est la Pecorino delle Balze Volterrane. Ouh là là. Et ça sont des plus petites meules. Oui. C'est fait avec du lait de brebis. Les brebis elles, pèsent dans les montagnes toscanes. Et donc, ces fromages-là sont aussi après aromatisés. On peut les frotter à la cendre, à l'huile d'olive, dans le foin, dans les grottes. Il y a tellement c'est de goûts magnifique. différents qui donnent chaque fois un autre caractère au fromage. Mais donc, plus que jamais, j'ai envie de dire, allez voir vos fromagers parce que seuls mais- ces artisans vont pouvoir vous faire découvrir la large palette de tous ces pecorino. Moi, je voudrais quand même qu'on évoque une recette incontournable, Luana Belmondo, pasta cacio e pepe. Ça, c'est. Mamma mia, quanto è plus- buona. Non Avec ce bel accent romain. La semaine dernière, Ouais. j'étais à Rome et j'ai dû en manger tous les soirs. À chaque fois que j'ai sorti ou j'allais chez une copine. Qu'est-ce que tu veux manger? Dai, cacio e pepe. Mais alors, racontez-nous, c'est quoi exactement? Parce que là, quand on n'a pas le temps, qu'on est fatigué après une journée, ça prend 10 minutes à tout casser. Oui, hein. mais attention, Ça c'est prend une toute la vie technique- et 10 minutes. Ah oui, Voilà, c'est ça. c'est une technique assez particulière Ouais. et Ouais. c'est pas facile à faire Mhm. parce qu'il y a très peu d'aliments. Donc, on a le cacio, donc le pecorino, le poivre et on a les pâtes. Ouais. Mais avec ces trois seuls aliments, c'est pas facile à réaliser. C'est-à-dire que le dosage des lots de cuisson, Mmh. parce qu'en fait, très souvent, ce qu'il arrive, c'est que la pâte boit tout de suite le pecorino. Donc, d'un coup, il faut fait des que blocs, que ouais. ça soit moelleux. Ouais.
Vous comprenez? C'est comme une petite sauce, la vraie. Mais donc, vous utilisez quel type de pâte d'abord? On va partir sur le départ. Alors, moi, voilà, qui sont des pâtes fraîches. Ouais. Donc, des pâtes tonarelle, ils sont des pâtes fraîches, mais assez épais, parce qu'on ne peut pas utiliser des pâtes fraîches assez fines. On ne va pas obtenir ce qu'on veut. Donc, moi, je le fais avec les tonarelle. Oui, si on veut rester dans le registre des pâtes sèches. Spaghetti, ça va. Spaghetti, c'est bien. Spaghetti, voilà. Oui. Alors, des spaghettis pas trop fins non plus. Oui, c'est ça. Il faut un peu de mâche quand même. Oui, qu'il y ait un peu de mâche. Donc, cuisson des spaghettis dans de l'eau bouillante, salée. Jusque-là, salée, ça, voilà. Toujours. Ensuite. J'ai déjà entendu des gens qui me disaient, j'arrivais pas à cuire les pâtes. Tu l'as mis dans quoi? Dans de l'eau froide. D'accord. Oui, alors, oui, mais bon. Ok, d'accord. Faut qu'elle boule l'eau. C'est ça. Alors, on cuit ses pâtes. Et comment va se faire cette... Alors, moi, ce que j'ai fait, à côté, je prends un petit bol. Je mets de l'eau de cuisson de pâtes. Oui. Et je mets dedans le pecorino et je le tourne tout doucement. Et j'ai fait une petite sauce, en fait. Ah, d'accord. Vous faites dans le petit bol, la petite émulsion. Ça c'est moi qui fais ça. Oui, non, mais... C'est une méthode, mais elle me semble très chouette. Mais oui, mais donc, du coup, vous pouvez juger du crémeux de la petite sauce. Du coup, ça va m'aider quand je mets les pâtes, quand je goûte les pâtes. Alors, s'il vous plaît, gardez toujours de l'eau de cuisson parce que ça va servir comme lien pour n'importe quelle sauce. Donc, il y a toujours un bol quand je goûte mes pâtes à côté pour garder l'amidon, justement, contenu dans l'eau de cuisson. Et puis, je rajoute ce petit bol que j'avais fait avec le pecorino. Et d'un coup, quand je l'ai fait sauter à la poêle en Italie, on dit mantecare. Oui, mélanger. Et en rajoutant donc le pecorino, le poivre et tout, cette petite sauce me donne cet aspect très, très crémeux. À manger tout de suite, une cacio e pepe, elle ne peut pas être faite. Et puis, à table. Voilà. Surtout les ados, ils arrivent 7, 8, 10 non, mais ça, c'est pas possible. Non, ça se mange. Voilà. Et bien poivré, avec un bon petit verre de vin, Luana. Oui, un très bon Valpolicella, c'est parfait, non? Oh là là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va couper le micro. Oui, on va prendre congé de nos amis. Moi, je vais faire ma provision de pecorino romano, bien affiné. Luana, on renvoie nos auditeurs à cet ouvrage incontournable. Il fait un bien fou au moral et à l'estomac. Mes recettes, bonne humeur par vous. Luana Belmondo, et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. C'est une petite pépite, un petit condensé du meilleur du meilleur, n'est-ce pas, Carlo? Oui, c'est très très joli. Voilà. Un petit chose dans les photos. Oui. Moi, ça m'a touché. Il y a des photos avec Charles Gérard, un des plus grands acteurs de second rôle du cinéma français. Meilleur ami de Jean-Paul. Il y a Jean-Paul Belmondo, évidemment. La famille, Charles. Mais quand on voit, moi, ça m'a fait Charles Gérard. Pour moi, c'est les films de Lelouch. Ça m'a fait des tas de frissons. Ouais. Voilà, c'est donc très chouette. Le livre est formidable, mais ces photos-là sont très touchantes. Je pense, Luana, que Carlo aimerait être invité à l'une de vos prochaines tablées. Mais écoutez, je vous attends. Il est sympathique. L'examen est moins dur qu'avec Madeleine. À 4 mains à l'italienne. Ah oui, volontiers, quelle bonne idée. On va remercier Julien Hazard pour cette jolie découverte fromagère. Vous viendrez le mois prochain avec un bon petit fromage bien divers. Ça vous va? Parfaitement. Voilà, Carlo, la semaine prochaine, nouvelle série dédiée à nos tables de village. Pendant quelques mois, on ira zioter ce qui se passe dans ces petites contrées, pas toujours connues. On ira découvrir une table étoilée la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus, c'est du côté des Cossines. Voilà, les amis. Tout cela, rien que pour vous, la semaine prochaine. Retrouvez Luana Belmondo via le site ovio.be en podcast. Je vous souhaite une belle journée. On va évidemment poster quelques recettes signées par Luana. Luana, je vous souhaite un très très bon samedi, un bon petit week-end. Quoi de prévu au menu du jour? Vous allez manger quoi là? Vous allez manger quoi là juste après l'émission? Un cacio e pepe, non? Voilà, c'est très très bon. Voilà les amis, à suivre la météo, les infos et le magazine Transversal. Je vous retrouve demain matin dès 7h pour la petite popote de Sophie. À demain les amis, ciao ciao ciao. La première, podcast.